Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo de news et on a pas mal de sujets à traiter aujourd'hui, donc c'est parti tout de suite avec James Cameron, oui, le réalisateur d'Alien et d'Abyss, qui était présent à la conférence Dell Tech World, donc une conférence technologie qui s'est tenue à Las Vegas du 22 au 25 mai, et il en a profité pour revenir sur Terminator, vu que c'est une franchise qui est liée très étroitement avec la technologie, justement. Et le cinéaste a révélé, à la surprise de tous, qu'il aurait commencé à travailler sur le scénario de Terminator 7. Ouais, qui se concentrerait plus sur la menace de l'intelligence artificielle que sur des cyborgs sanguinaires. Alors je fais un ouais parce que vu les derniers Terminator, franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un septième ? Non, vraiment pas. Cependant, la vie a imité l'art et le développement récent de cette technologie, notamment au centre des débats de la grève des scénaristes américains, a poussé James Cameron à mettre son travail en pause. Le cinéaste a dit préférer attendre de voir l'évolution de l'IA dans notre monde avant de continuer le développement de son scénario. Et bah écoutez, espérons que la pause dure longtemps, en fait, tout simplement, parce que ouais, non, vraiment pas. Enfin, voilà quoi. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Je pense que c'est bien de tourner la page. On passe ensuite à The Witcher avec une nouvelle série, un nouveau spin-off et avec un acteur pas des moindres pour le coup. C'est à l'occasion d'une interview avec le journal suédois Aftonbladet que l'acteur culte de Rocky IV, Universal Soldier, les maîtres de l'univers et même Expandables a révélé qu'il se préparait au tournage d'un spin-off de The Witcher devant débuter prochainement en Afrique du Sud, et cet acteur, bien évidemment, ça n'est autre que Dolph Lundgren. Dolph Lundgren qui jouerait donc dans une série dans l'univers de Witcher. Alors la nouvelle a quoi surprendre, car Netflix ne l'a toujours pas officiellement annoncé. Pour autant, ce mystérieux projet est au cœur de plusieurs rumeurs depuis quelques mois et pourrait être centré sur les rats, semble-t-il. Donc c'est un groupe intimement lié au personnage de Ciri, qui pourrait d'ailleurs être introduit à la fin de la saison 3 de The Witcher, selon les informations du site spécialisé Redanian Intelligence qui a dévoilé l'information. En attente d'une confirmation par les gros médias américains, la nouvelle est à prendre toutefois avec des pincettes, mais l'implication de Dolph Lundgren semble en tout cas donner raison à cette rumeur. On passe à la news suivante avec un autre retour, celui de Mortal Kombat, avec le numéro 2 qui approche. On avait déjà parlé du personnage de Jade, on avait parlé de Luke Cage, et aujourd'hui c'est Katana qui se rajoute, et donc Kitana qui sera donc interprétée, c'est The Hollywood Reporter qui nous l'apprend, par Adeline Rudolph. Alors c'est assez marrant parce qu'Adeline Rudolph du coup a joué dans les nouvelles aventures de Sabrina, série dans laquelle elle a pu jouer avec Tati Gabrielle, qui justement, elle aussi joue dans Mortal Kombat et jouera le rôle de Jade, qui n'est autre que la garde du corps de Kitana. Donc les deux actrices vont se retrouver pour le coup dans Mortal Kombat. Pareil, hein, je vais pas dire que je l'attends énormément pour le coup. Vraiment. Alors Kitana, il faut savoir que c'est la princesse du royaume d'Edenia, fille adoptive de l'empereur Shao Kahn, l'un des antagonistes principaux de la saga. Mais elle finira par se rebeller contre son père et rejoindre la cause des héros du royaume Terre. Eh bien écoutez, pourquoi pas, on verra s'il est mieux que le premier. Qui sait ? Du côté de Tarantino, monsieur Quentin Tarantino, alors je sais pas si vous le savez, mais il a longtemps annoncé que voilà, il avait un nombre de films précis à faire, et donc le prochain The Movie Critic doit être son dernier film. On pouvait penser du coup que qu'il disparaîtrait un peu du paysage de la création. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous a dit il n'y a pas longtemps dans une interview accordée à Deadline. Je pourrais faire une série télévisée. Je n'ai jamais dit que j'allais disparaître complètement des radars, d'accord ? Je pourrais faire une série, je pourrais faire un court-métrage, je pourrais faire une pièce de théâtre. Il y a tout un tas de choses que je pourrais faire, même si je pense que je vais principalement m'en tenir à l'écriture. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, donc Tarantino ne va pas complètement disparaître non plus, pas parce qu'il ne réalisera plus de films. On pourra le retrouver, peut-être en scénariste, même de film d'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il scénarisera pas un film réalisé par quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il craquera pas un moment et qu'il ne reviendra pas faire un film. Sait-on jamais, après tout, c'est pas par contrat qu'il a obligation d'arrêter. Donc, tout est possible. On passe du côté d'Indiana Jones, et on avait parlé quelquefois, justement, voilà, tout semblait indiquer que ce film serait
réellement le dernier film Indiana Jones. Mais notre chère, notre adorée Kathleen Kennedy, évidemment, n'a pas pu s'empêcher de venir rajouter un petit peu son grain de sel. Et donc, dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, elle nous dit « C'est le dernier film pour Harrison. C'est comme ça qu'on envisage la franchise Indy. Pour être honnête, si on continue la franchise, ça serait sûrement sous forme de série télévisée. Mais on ne compte pas remplacer le personnage Indiana Jones. C'est terminé. Voilà, les 5 films qu'a fait Harrison Ford. C'est lui qui a créé ce rôle, grâce à une performance unique et très spécifique. Steven Spielberg est d'accord avec nous, on ne compte pas le remplacer. En même temps, quand on sait à quel point Kathleen Kennedy sait se tenir à ce qu'elle dit, j'ai envie de dire, oui, donc tout est possible. Absolument, tout est possible, du coup. Donc, on verra bien ce qui se passera. On a eu droit à une image promotionnelle qui a leaké pour la série One Piece de Netflix. Et donc, je vous mets l'image à l'écran. Pourquoi avoir changé la tête de proue du Sunny? Normalement, il n'a pas cette bouche ouverte. Je vais vous montrer d'ailleurs le Going Merry à quoi il ressemble normalement. Cette version-là de la série live action, là, comme ça, sur cette image, j'ai l'impression qu'elle vient d'une légende comme ça, que sur les mers, en fait, la nuit, parfois il y a du brouillard avec de l'orage dans le fond, et que là, il y a ce bateau, ce navire qui sort de la brume, avec un équipage fantôme, et que cette tête de proue aspire l'âme des marins perdus, égarés sur l'océan. Elle est flippante. Elle a un côté hyper malaisant, en fait. Cette série, vraiment, on attend de voir, je vais pas me répéter. On voit qu'ils font beaucoup d'efforts. Je n'arrive pas à croire que ce soit possible de réussir une adaptation live action de Netflix, de One Piece. On verra bien. Mais ce bateau est flippant. Ce bateau est vraiment flippant. On dirait vraiment, c'est pas le Going Merry, là c'est le Belzébuth Merry. C'est Mephisto Merry. Enfin, il y a autre chose, il y a un truc qui se passe. Il y a des sacrifices humains qui sont déroulés sur ce navire, je vous le dis. On va l'apprendre, on va l'apprendre. Mais bon, voilà en tout cas. On passe à la suite avec Phil Lord et Chris Miller, qu'on connaît bien évidemment entre autres pour le film Lego ou pour le premier film Spider-Man Miles Morales, donc c'était New Generation en français, ce qui est très logique à dire, New Generation en français, au lieu de Into the Spider-Verse, parce que Into the Spider-Verse, là c'est de l'anglais, contrairement à New Generation, qui est du français. Bon, passons, mais en tout cas, avec la sortie de Spider-Man Across the Spider-Verse, la rédaction du Hollywood Reporter s'est réintéressée au duo de producteurs, metteurs en scène et scénaristes Phil Lord et Chris Miller, à l'origine de cette petite franchise animée. Le site web publie un profil très détaillé de ces deux créateurs, souvent associés aux productions Sony Pictures. Lord et Miller y évoquent leur parcours en commun depuis les premiers temps, leur relation au studio et à Amy Pascal en particulier, qui est celle qui chapeaute toute la partie Spider-Man pour Sony, et l'actualité de la licence Spider-Verse sur tous les fronts. Face à l'état de siège de la grève des scénaristes, le duo annonce la mise en pause des sessions d'écriture pour les 2 premières séries Spider-Man en images réelles. Depuis quelques mois années, Lord et Miller ont effectivement été mandatés par Sony Pictures pour développer différentes propriétés intellectuelles dans les alentours de la licence Spider-Man, avec des personnages de second plan, dans la mesure où Peter Parker reste une prérogative Marvel Studios, dans l'immédiat. Plus précisément, les premières annonces s'étaient concentrées sur 2 séries en images réelles, c'est-à-dire Silk Spider Society et Spider-Man Noir, dans le cadre d'un partenariat avec la plateforme Prime Video, qui se chargera de la diffusion exclusive de ces 2 adaptations du catalogue arachnéen. Le Hollywood Reporter explique que l'équipe des scénaristes formée par Lord et Miller ne reprendra pas le travail pendant toute la durée de la grève, et mieux encore, que les 2 créateurs participeront eux aussi aux manifestations après avoir pris quelques vacances visiblement exténuées de la charge de travail de ces dernières années. Le site précise au passage que Chris et Miller, mariés et père de 2 enfants, n'a pas eu beaucoup de temps à consacrer à sa famille dernièrement. Ouvertement engagés face à la menace des intelligences artificielles et de la mécanisation du travail artistique, les 2 hommes poussent même pour une mobilisation de la Directors Guild of America, donc le syndicat des réalisateurs, dans la mesure où la menace s'applique équitablement à cet autre corps de métier selon eux. Donc voilà, il y a plus d'informations évidemment sur l'article de
THR, d'où vient l'information. Très intéressant, en tout cas, c'est bien de voir des gens comme eux soutenir le mouvement des scénaristes, bravo, c'est important, et puis voilà, ils méritent parfaitement, évidemment, d'être rémunérés à leur juste valeur, donc j'espère pour eux qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent. On enchaîne sur quelques news du côté de Marvel. Alors déjà c'est assez intéressant, on a eu une discussion, donc c'est à l'occasion des 15 ans d'Iron Man, que le réalisateur Jon Favreau est revenu sur le processus de casting de Robert Downey Jr. dans une discussion avec le boss de Marvel, Kevin Feige, dévoilant l'amusante anecdote au passage. Et donc, des mots même de Jon Favreau, je me souviens que vous l'aviez déjà rencontré pour le Docteur Fatalis, sur un autre projet. Je crois qu'il était venu sur les 4 Fantastiques. Tout le monde savait donc qui il était, et je me souviens m'être assis avec lui et je me suis dit qu'il avait juste cette étincelle en lui et dans son regard et qu'il était prêt. C'est à ce moment-là que nous nous sommes retrouvés dans votre bureau, Kevin Feige, et que nous avons pointé du doigt son portrait en disant qu'il fallait qu'on essaie de trouver une solution. Et donc, avant de porter sur ses épaules le MCU, la carrière de Robert Downey Jr. aurait donc pu prendre un tournant assez étonnant, puisque l'acteur était dans la shortlist, donc c'est-à-dire vraiment les finalistes, pour obtenir le rôle de Victor Von Fatalis dans... Alors on parle pas du Fantastic Four, le tout dernier, on parle des 2 précédents, avec entre autres Chris Evans. Et donc donc Robert Downey Jr. a failli être le Docteur Fatalis dans ce film Fantastic Four. Ça aurait complètement changé tout ça, c'est-à-dire qu'on aurait eu un autre acteur certainement pour Iron Man. Donc il y a un univers dans lequel Robert Downey Jr. a été Fatalis. J'aimerais voir ça pour le coup. On passe du côté on va parler de l'acteur alors qui s'appelle Ismael Cruz Cordova, que vous avez pu voir dans Rings of Power, les Anneaux de Pouvoir, qui jouait le rôle de, je crois que c'est Arondir, son nom dans la série, donc cet elfe. Et donc il explique qu'il a une très bonne relation avec Marvel Studios, et entre autres avec son directeur de casting, notant qu'ils l'ont déjà contacté à propos de différents projets, et il a confirmé qu'il était même sur la liste pour interpréter Adam Warlock dans Les Gardiens 3, mais évidemment, comme on le sait, c'est Will Poulter qui a obtenu le rôle. Et donc, des mots même de Cordova, il nous dit « Je voulais vraiment celui-là ». Mais Will Poulter a l'air incroyable quand il le fait. Et donc je ne suis pas du tout énervé. Mais c'était difficile de louper celui-là, parce que vraiment, j'aimais beaucoup ce rôle et cette histoire. Donc certainement qu'on le verra à un moment dans le MCU, ça aurait pu être bien différent du coup, Les Gardiens 3, avec à la place de Will Poulter, Cordova dans le rôle. Pourquoi pas? Moi en tout cas j'aime bien son... Je trouve que déjà je trouve de toute façon qu'Adam Warlock est gâché dans Gardien 3, c'est pour moi un des mauvais côtés du film, même si j'ai beaucoup aimé Les Gardiens 3. À voir... Je pense que le rôle, quelque part, de toute façon, n'aurait fait honneur à personne. Donc que soit Will Poulter, alors qui à la limite, du coup, pour le coup, ressemble à la version des comics, ou que ce soit Cordova, qui a l'air d'être un très bon acteur, mais du coup, pareil, le rôle ne l'aurait pas non plus mis en valeur pour le coup. Donc, je pense qu'il a rien perdu, et que c'est plus intéressant pour lui d'arriver dans le MCU sur un rôle plus intéressant que celui-là. On reste d'ailleurs sur Les Gardiens 3, on a pu observer des concept art, et donc c'est Andy Park, le directeur du développement visuel de Marvel Studios, qui a présenté des concept art assez early dans le process, qui sont arrivés assez tôt dans le processus de création, sur le maître de l'évolution, et vous pouvez donc le voir ici. Voilà à quoi il a failli ressembler. Donc il y a une version qui est très 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 proche des comics pour le coup, comme vous pouvez le voir. Alors pour le coup, j'aurais apprécié cette version là, parce que elle est assez proche des comics, et franchement faut avouer qu'elle envoie quand même du lourd. Maintenant, je trouve quand même que celle du film est plutôt réussie. L'acteur est très très bon. C'est pas comme dans d'autres, c'est pas comme par exemple sur celle de Gore dans Thor Love and Thunder, où là vraiment oui c'était décevant parce qu'en plus tout le film autour était nul, et le personnage aussi, pour moi en tout cas. Là pour le coup, j'ai eu un vilain que j'estime bon,
que j'estime vraiment qualitatif. Du coup voilà, autant effectivement je trouve que cette version est plutôt cool, qui nous présente en concept art, autant je suis pas frustré parce qu'on a eu une bonne version dans le film. Donc voilà, j'ai pas de regret par rapport à ça. On passe ensuite à Captain America New World Order. Alors il y a des rumeurs comme quoi il devrait changer de nom. Pour l'instant en tout cas il est toujours connu sous ce titre-là. Et voici donc une bien meilleure vue sur le costume de Sam Wilson. Alors je maintiens, je préfère quand même vraiment celui de la série. Celui de Falcon and the Winter Soldier, qui du coup avait vraiment un côté plus, comment dire, plus personnel. C'était vraiment sa version à lui. Celui-ci ressemble énormément à la version de Steve Rogers. Du coup, je trouve personnellement ça moins intéressant. Maintenant voilà, hein, le costume n'est pas mauvais, mais vraiment je préfère l'autre. Je préfère celui avec plus de blanc, avec vraiment quelque chose de plus personnel pour le coup. On apprend qu'à cause de la grève, un autre film, on savait déjà pour Blade, qui avait dû stopper sa production, un autre film a dû la stopper aussi, c'est Thunderbolts, sachant que donc c'est un mois tout juste avant le début de son tournage prévu à Atlanta. Voilà, il a dû stopper, c'est le 4e projet Marvel de la phase 5 à subir ce sort, ce qui peut facilement être expliqué par la stratégie habituelle du studio, qui pour moi est d'ailleurs un des gros problèmes de Marvel. En effet, Marvel a souvent la fâcheuse habitude d'apporter de multiples modifications au scénario pendant les tournages, parfois en réécrivant des actes entiers. Durant la grève, il est impossible de modifier les textes déjà écrits. Et ça, pour moi, c'est un des gros problèmes. On ne modifie pas tout un arc en plein tournage d'un film. C'est ce qui fait que souvent on a des incohérences, des choses qui vont pas les unes avec les autres. Bah oui, parce que du coup, le film est un espèce de patchwork qui a été écrit à la va-vite au fur et à mesure. Et c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Donc voilà, on voit en tout cas qu'il risque vraiment d'y avoir des retards sur ce qu'on pense savoir des dates des prochains programmes. On verra les annonces, on est déjà à Comic-Con où on en saura peut-être plus. Faut voir aussi combien de temps la grève va durer, tout simplement, hein, parce que pour l'instant, voilà, on n'a pas encore de... Elle est en cours, on n'a pas de date de sortie, on n'a pas de... Voilà, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va se terminer, donc ça peut durer longtemps. Je vous rappelle que la dernière avait duré 100 jours, donc ça nous amènerait, voilà, au moins vers la fin d'année. Enfin, pas la fin d'année, je dis n'importe quoi. Ça nous amènerait vers juillet, quoi. On va voir ce qui se passe, en tout cas en espérant que ça se règle vite. Et d'ailleurs, ça va avec ça, c'est assez intéressant. Elizabeth Olsen, qui nous explique dans une interview avec Josh Horowitz que pendant le tournage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et c'est en rapport justement avec ce qu'on disait avant sur le fait des réécritures, elle avait carrément arrêté de lire les drafts, ça veut dire ces versions provisoires de scénario, elle avait arrêté de les lire. En disant, de toute façon, on nous en renvoie des différents tous les 2 jours. Ça sert à rien que je perde mon temps à les lire. Ça sera plus ce qui sera valable dans 2 jours. Et donc Horowitz qui lui demande, en gros, quelle part de ce qu'on a vu dans Doctor Strange 2 ressemble au script initial que vous aviez lu pour Doctor Strange. Et elle lui dit, bah écoutez, plus que ce que je pensais que ça allait être. Je veux dire, il y a clairement quelques moments. Il y a eu un moment, en faisant le film, où j'ai juste arrêté de lire les différents drafts. Et elle dit que c'était un wide ride, ce qui veut dire une chevauchée sauvage, en fait. En gros, c'était un rodéo, quoi. Enfin, c'était une route accidentée, la préparation de ce film. Et elle dit, je me disais, ça va encore changer. Bon, écoutez, donnez-moi juste les infos dont j'ai besoin, et vous, les gars, vous remplissez les blancs, vous faites ce que vous avez à faire, moi je vais rester dans ma ligne. En gros, en mode, arrêtez de me faire lire des textes, apprendre des choses qui ne servent strictement à rien, que vous allez changer dans 2 jours, prévenez-moi quand vous saurez ce que vous voulez. Et c'est dommage. Pour moi, c'est vraiment un des gros problèmes. On a plein d'exemples de plus en plus comme ça, et c'est vraiment un des gros problèmes du MCU. On passe ensuite à... Alors, peut-être à Deadpool 3. Vous allez comprendre. Alberi a posté une photo qui forcément a tendance à quand même beaucoup faire penser à un rôle qu'elle a interprété. Elle a quand même vraiment... Enfin, ses cheveux blancs, même si c'est pas la même coupe de cheveux exactement, on dirait... On peut pas ne pas se dire, est-ce qu'elle ferait pas un caméo dans Deadpool 3 en tant
que Tornade. Franchement. Et tant mieux si c'est le cas. Tant mieux. Elle avait été géniale dans ce rôle. Vraiment. Une superbe Ororo. Elle peut clairement encore tout à fait interpréter le personnage. Femme magnifique, malgré les années qui ont passé, toujours aussi splendide, Alberi, rien à redire. Et donc voilà, on voit effectivement, franchement, il y a quelque chose. Donc on peut se demander, voilà, il n'y a rien qui indique pour l'instant, attention, mais en voyant cette photo, on peut évidemment se poser la question. Pour finir, on passe du côté de The Flash. Alors c'est assez marrant pour le coup, je trouve ça assez drôle. On a donc, faut savoir, donc je vais vous montrer, on a cet article datant du 19 mai. 19 mai, donc il n'y a pas si longtemps. Hein. 19 mai, on est le 26 au moment où j'enregistre la vidéo. Donc ça, c'était le 19 mai, avec un article qui nous expliquait The Flash, qui se dirige pour avoir un plus gros opening que les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et on nous dit ensuite que le film projette de faire entre 115 et 140 millions sur son week-end d'ouverture, ce qui est plus que les 118 millions des Gardiens de la Galaxie volume 3. Ok, donc ça c'était le 19 mai. Passons donc... hop. Tiens, nous sommes maintenant... Ça a été posté il y a 16 heures. Donc ça a été posté le 25 mai. Qu'est-ce qu'on peut lire ? Ah, The Flash se dirige vers un opening incroyablement bas. Oh, les choses ont changé, il semblerait. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ah tiens, selon The Hollywood Reporter, le film de super-héros à venir se dirigerait vers une ouverture à 70 millions. On est donc passé de 115 à 140 millions à 70 millions. Ouch. Alors après, comme ils le disent, alors d'une, déjà faire attention, parce que ça c'est des projections selon les précommandes de tickets, tout ça, la plupart des gens prennent leurs tickets au dernier moment. Donc ça leur arrive quand même assez souvent de se planter, c'est du 50-50. Des fois ça voit juste, des fois ça se plante. Mais bon, c'est vraiment l'évolution entre, il y a juste quelques jours où c'était entre 115 et 140 millions, et là on est passé à 70 millions. What the fuck ? What the fuck. Après, comme il le rappelle très bien, Aquaman, le premier film, avait débuté sur du 67,8 millions, ce qui n'était pas énorme. Et c'est le bouche à oreille qui a fait qu'ensuite, il a pu monter au-dessus du milliard. Parce que, on vous le répète très souvent, le plus important pour un film, au-delà de ce qu'il va faire sur son week-end d'ouverture, c'est le pourcentage de baisse d'audience entre les différents week-ends. C'est ça qui fait vraiment le film dans la durée. Si la diminution est basse, c'est-à-dire moins de 54%, le film peut très bien se débrouiller. Si c'est supérieur à 50%, ça devient plus compliqué. On le voit sur un Saint Seiya par exemple dernièrement, qui a fait moins 70% entre le premier et le deuxième week-end. Là on sait que c'est catastrophique. On a des films qui vont faire du moins 20, moins 30%. Là, on sait que le film est plutôt bien parti dans la durée. Donc à voir. Mais vraiment, cette différence en une semaine quasiment, en une semaine de projection, je ne sais pas ce que va faire le film. Je ne pense pas que ça sera un énorme carton, à moins que réellement le bouche à oreille soit incroyable. On va voir. Alors on a entendu que tout le monde, même le pape, a adoré le film. On a l'impression que le monde entier l'a adoré. Des aliens vont nous contacter pour nous dire à quel point le film est incroyable. Bon. Ok, moi j'attends de juger par moi-même, on verra bien, c'est bientôt de toute façon le mois prochain, on verra. Mais voilà, je trouvais intéressant en tout cas cette différence de certitude dans le succès de ce premier week-end pour le film. Et voilà pour aujourd'hui, on a fait le tour des news, on se retrouve très bientôt, je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.